ça, oui, ça. Voilà. Là, c'est terrible. Vous n'avez pas cherché à gérer un peu. Les... Ouais, ça c'est. D'élevage et leur contribution au développement durable Entre l'INRA et le CIRA. Ouais. et super gros. Donc on travaille un peu partout dans le monde, en particulier Amérique latine, Afrique, Asie, bassin méditerranéen et océan Indien. C'est vraiment les... Donc, à part les pôles, vous couvrez tout. Au Sénégal, donc que ce soit des chercheurs sénégalais ou des chercheurs français. On travaille sur un projet de recherche commun qui tourne autour justement de la contribution de l'élevage au développement durable des territoires, parce que l'élevage est vraiment une activité très très importante. Bon, ici on vit avec la cassia gomme, mais sinon tout l'élevage vit de ça. Et donc l'objectif c'est vraiment autour d'un partenariat scientifique de la recherche. Sans laisser. L'enseignement. C'est important de le préciser. Dans notre dispositif, il y a aussi des enseignants. Voilà. Je viens de partenaire qui est quand même le cœur du travail de TP. À la fois tout ce qu'on a comme émission, tout ce qu'on a comme variation autour duquel on fait des observations. Ce qu'on a observé, c'est que après les années, il y a eu quand même plusieurs aménagements hydrauliques d'une communauté d'aménagement. Quel forage choisir parce qu'il y en a quand même des centaines. Quoi de mieux que une grande histoire en termes de projets qu'il y a eu dans le passé réalisés et autour de ce forage. C'est tout ça qu'on a retenu. Forage d'aide de dessert. C'est un peu ça ce que vous voyez là, l'aide de dessert. Quelque chose comme plus ou moins distancé 15 km. Donc, c'est ce cercle de 15 km là que vous voyez là, qui couvre environ une superficie de 70 000 hectares. C'est quand même pas petit. Donc, on se met quand même à une échelle un peu grande là. Et il faut quand même rappeler que dans ce forage là, simplement parce que les masses sont tellement dans Retour jeex na perte. Retour gars yi perte nañu. C'est pas le volume qui compte. Hein. La chance d'accompagner la Grande Muraille depuis 2007. Donc, avant même de choisir les espèces, nous avions fait déjà un certain nombre de travail pour demander en fait quelles sont les espèces qu'ils souhaiteraient voir plantées dans la Grande Muraille. Ça, c'était pour leur permettre l'approprier. Donc, ils nous ont les mieux adaptés, c'est-à-dire celles qui avaient une valeur écologique assez large, qui pouvaient résister aux hydriques et en compte avec l'ensemble des collègues chercheurs issus d'horizons divers, nous en avons retenu après. C'est cette là que les
utilisées soit à l'alimentation, reboisement. Aujourd'hui, donc, nous en avons reboisé quelques parcelles, le colonel. Et nous sommes aujourd'hui en train d'évaluer un tout petit peu l'impact. C'est-à-dire, impact, y a-t-il depuis le début du reboisement. Donc nous avons pu, avec l'université Clermont-Ferrand, fixer justement des capteurs très petits, c'est des sortes de puces qu'on essaie de camoufler derrière les arbres. Ok, monsieur le ministre. Alors cette visite s'inscrit dans le cadre de l'initiative 4 pour 1000 des sols pour la sécurité alimentaire et le climat. Au vu de ce qui se passe en termes de réalisation, est-ce que vous êtes rassuré par rapport à l'atteinte des objectifs? En tout cas, je voudrais remercier le ministre de l'Agriculture et puis l'ensemble des services de l'ambassade pour avoir organisé ce déplacement, et je sais aussi le président de la République. Il a vraiment insisté pour qu'on puisse les meilleures conditions pour pouvoir se déplacer. Je suis, oui, en fait, je sais maintenant que sur le terrain en Afrique subsahélienne, qui est un enjeu en termes de stockage de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi en termes de développement et de fertilité des sols, il y a des expériences, il y a des projets qui sont en cours et qu'il faut qu'on encourage. Si je suis venu en tant que ministre de l'Agriculture française jusqu'ici, c'est bien parce que je souhaite vraiment passer un message très fort. Quand on a lancé l'initiative 4 pour 1000, c'était il y a un peu plus d'1 an à Montpellier. C'est pour dire que l'agriculture et les sols agricoles seront une partie de la solution à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que souvent, l'agriculture, l'élevage, c'est un problème, ça améliore l'effet de serre. Ben non, nous ce qu'on essaie de montrer, et ici comme ailleurs, c'est que les sols agricoles, penser avec des modèles de production adaptés et en même temps stockant du carbone, ça peut marcher. Et un enjeu pour la COP21, la COP22 à Marrakech, qui pour moi est au cœur de l'engagement qui est le mien. Donc on peut dire que le Sénégal est sur la bonne voie. Ah, moi je sais que le Sénégal est sur la bonne voie. Ce qui est sur la bonne voie, c'est la coopération entre la France et le Sénégal. Coopération politique, ça a été quand même un accueil, et M. l'ambassadeur sera là pour le redire aussi, un accueil vraiment qui m'a exceptionnellement touché. Le président, le ministre, un ministre pour signer un accord. C'est une coopération en termes de recherche qui marche. CIRAD, ISRA, ça marche et il faut qu'on continue. Puis c'est une coopération qu'on va lancer dans le domaine aussi de l'enseignement technique avec ce que nous avons signé à la présidence qui doit aussi nous permettre de continuer à approfondir notre coopération. Donc vraiment, moi je suis très satisfait de ce voyage et je le dis en conclusion, je souhaite que le président de la République va venir en France. Il y aura un voyage spécifique pour le ministre de l'Agriculture. Il viendra aussi chez moi pour qu'il lui montre un certain nombre de choses et qu'il découvre aussi ce qu'est ce beau département de la Sarthe. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question. Mais comment concilier véritablement cette bataille pour la reconstitution de l'écosystème et la question de la sécurité alimentaire? En fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que partie du carbone qui est dans l'atmosphère peut être fixée par des arbres et par la photosynthèse. Après, il faut qu'on garde les arbres, parce que sinon on rejette le carbone qui est stocké, parce que ça c'est du carbone. Et on essaye aussi avec les feuilles et tout l'humus qu'on peut trouver de remettre du carbone dans les sols. En faisant ça, en fait, on fertilise les sols. Donc, sécurité alimentaire et lutte contre le réchauffement climatique peuvent être tout à fait compatibles, sont compatibles, puisque le fait de stocker du carbone dans les sols, ça permet d'améliorer la fertilité des sols et donc la production agricole. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Okay, merci. C'est à gauche. Nagana. Hein? Nagana. C'est à gauche. Nagana 2 kilomètres.
l'ISRA et les autres avocats de l'Université de Dakar. L'idée pour essayer de voir est-ce que nous pourrons développer de nouvelles technologies sur les micro-organismes. Après Caracas, nous avons les expertises sur le côté de l'agriculture. Donc ensemble, nous voulons voir comment on pourrait développer et là où nous pouvons. Donc dans cette carte, nous pensons que ça va faire des économies pour réduire le coût des entrants. Donc avec moins des entrants, on peut produire le même rendement de riz ou on peut aussi peut-être même avoir la possibilité de rendement de riz ici. Ici c'est le riz qui n'a pas eu de traitement de micro-organismes. Ça c'est les différentes combinaisons de micro-organismes. Donc la croissance, il y a une différence très nette. Donc on a même côté ici aussi, même au niveau du développement de ça c'est le diamètre du collet. Là aussi on a vu vraiment un effet très net. Même pour les variétés aussi, nous avons vu que surtout les variétés, ce qu'on appelle le riz pluvial, les variétés qui ont été traitées avec les micro-organismes, elles ont eu des rendements beaucoup plus significatifs et intéressants. Actuellement, ce que nous faisons, c'est les micro-organismes, on mélange du sable et après le sable, on prend des graines de riz, on mélange des graines de riz. Donc ça là, après on sème le riz et pour les paysans, ça c'est très important. Comme ça là, il faut faire des économies au niveau de l'engrais, bien sûr au niveau de l'eau, parce qu'on n'a pas besoin d'irriguer au niveau intérieur. Combien il y a d'hectares en tout là ici, sur cette partie du fleuve pour le riz pluvial là ici? Ouais. Ouais. Hier, on disait qu'on a traité 5 tonnes. Trier déjà en semence de qui vont partir. Parce que là, ici, toute cette zone-là, et ça remonte plus loin. C'est du riz là. Et est-ce qu'il y a eu, j'ai vu, il y a mais avant de vous donner les résultats, je vous dirai tout simplement les stratégies. Notre ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, quand il est arrivé, comme on s'y attendait, il nous a défini des ruptures. Parce que si on ne cessait pas, si on continuait ce qu'on avait l'habitude de faire, on n'allait pas avancer. Il a défini 7 ruptures. Cette rupture, on les a entourées par rapport à nos axes stratégiques. Donc le programme d'accélération, pour ne pas dire d'augmentation de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, certainement vous l'avez entendu, c'est lui qui est l'auteur. C'est notre bac moteur ici. Autour de ce PRACAS, nos 3 axes stratégiques. Les 3 axes stratégiques portent le premier sur l'amélioration de la base productive qui est essentielle, avec la première qui est la maîtrise de l'eau, avec l'augmentation du rythme de réalisation des événements hydrauliques. Ici, vous allez vous rendre compte là-bas que les progressions, déjà des 3 premières années, nous avons augmenté 15 256 hectares en aménagement et en création. Et en entretien, nous avons augmenté sur l'exploitabilité des aménagements 13 292. Ça répond exactement à cette rupture-là. Ainsi, nous pouvons vous dire, par exemple, la deuxième rupture, la redéfinition des contributions des zones de production. Tout à l'heure, le représentant de l'Afrique a parlé des zones pluviales. Au départ, dans le programme agricole national d'autosuffisance en riz, il était assigné à la zone de la vallée 80% et 20% pour la zone pluviale. Alors que la zone tellement vaste regorge de beaucoup de potentiel. On a dit maintenant 60% ici, 40% là-bas. Ensuite, on a dit le du capital semencier. Je crois que le DG de la LISRA vous dira que si on cherchait le sens, au moins en semence, on l'a obtenu. C'est la même chose quand on dit l'intensification de la du riz. L'accord que chez vous, que je connais très bien, nous lui donnons le pion en matière de double culture. Nos conditions climatiques donnent le pion aussi en la Camargue, la Californie et toutes les zones du monde. Ici, on peut faire la Camargue, c'est surtout pour éviter la salinisation de la Camargue. Tout à fait. Et puis, il y a la période de froid. Oui, c'est ça. C'est important de garder la production agricole parce qu'on a besoin de garder là-bas. Tout à fait. Là, comme ici, c'est pas la même taille.
C'est la même production. Hein. Non. Et une autre rupture, c'était de réviser notre stratégie de mécanisation pour permettre effectivement l'intensification et la réalisation de culture. Donc ça a été, c'était une mécanisation raisonnée. Ici, c'est essayer de voir quel type de mécanisation faut-il adopter par rapport au type d'exploitation, par rapport aux zones et par rapport au type d'agriculture pluviale. Et ensuite, nous avons la quatrième rupture, la cinquième rupture, la définition des missions des zones de production. La vallée, on lui donne la mission de nourrir non seulement la vallée, mais de nourrir toutes les grandes villes du Sénégal. Les grandes agglomérations comme Dakar, Thiès, Touba, Tivaouane. Alors que les zones en pluviale, on les destine tout simplement à se nourrir eux-mêmes. Par exemple, Ziguinchor nourrit Ziguinchor, Tamba nourrit Tamba. Je crois qu'on me signale de laisser la parole en cours d'exécution des programmes. Et donc, l'essentiel, c'est pour l'AFD, et ça me permet de donner la parole à l'AFD de présenter. L'AFD fait partie des principaux bailleurs de secteur au Sénégal depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Le financement cumulé que l'AFD a octroyé à l'État du Sénégal pour le secteur agricole est de 102 millions d'euros, 17 millions en subventions et 85 millions environ en prêts. Et pour la vallée du fleuve Sénégal, c'est 87 millions d'euros qui sont injectés dans la vallée du fleuve Sénégal. Et ça concerne 4 projets qui, si tous ces projets sont réalisés, seront aménagés pour 10 000 hectares. Pour une production supplémentaire, voilà, environ 130 000. 100 et quelques hectares d'aménagés. Ah oui, voilà, d'aménager, d'accord. Avec les 4 nouveaux projets de l'AFD, on pourra aménager 10 000 hectares pour une production supplémentaire de 30 000 tonnes de riz par an. Si 10 000 hectares sont mis en valeur. Le dernier financement, lui, c'est pour aider les producteurs à accéder au crédit d'investissement. Ce sera une ligne de domiciliée à la Caisse nationale de crédit agricole. Caisse, par ailleurs, l'AFD a été créateur de cette caisse. Là, c'est ce engagement de travail sur toute la vallée, là, qui est bon. Là où il y a de l'eau, moi, c'est pas aller chercher à compliquer. Et là où il y a de l'eau, là, il y a de l'eau. Surtout ça, le bon rendement. Qui opère ces rivières? Oh, merci. Bravo les gars. Merci. Hein. Les ex... Les ex-collègues du ministre. Du ministre. Hein? Au revoir. Au revoir. J'espère, merci. Allez, on va flamber. Voilà, on est dans les airs. Hein. Tu vas aller
là où